Et ça y est, on est en live. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation de Yoda One pour les agences. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien, surtout au niveau du son. On va attendre 2 petites secondes avant de lancer la présentation. On va voir si un petit peu vous allez vous connecter. Parfait, bonjour Yoann, je vois que ça arrive. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter un petit peu Yoda One, mais orienté très agence. L'idée, c'est de voir un petit peu commercialement comment vous allez pouvoir avoir des données qui vont être sympas pour vous aider à mieux vendre, et essayer de pousser des prestations qui, des fois, sont peut-être pas évidentes à vendre. Si on parle de payant ou naturel, le client veut du naturel, comment on va faire pour lui proposer du payant. Donc, vous allez voir un peu la construction qu'on va pouvoir avoir dans Yoda One. Et avant tout ça, on va regarder un petit peu les nouveautés de la rentrée, comme on peut le voir dans le programme. Donc, je vais commencer par les nouveautés. On verra après donc, les cas d'usage au niveau des agences qui utilisent Yoda One. Les questions-réponses, je vais essayer de, tout au long de la présentation, de vous montrer, de répondre à vos questions. Comme ça, au moins, on va essayer d'être dans le sujet à chaque fois et de ne pas devoir revenir au tout début pour répondre à une question principale. Donc, au niveau des nouveautés, déjà la première chose. On a sorti un nouveau site internet donc pour Yoda One expressément. Donc là, on voit qu'on a bien changé les choses. Vous allez pouvoir retrouver dans ce site les différentes fonctionnalités que l'on a dans les menus au niveau de Yoda One. Et vous verrez en fait sur la partie haute, vous allez pouvoir avoir la définition plus précise si vous voulez plus être dans la lecture que par exemple regarder les vidéos. Et comme ça, voir vraiment comprendre le périmètre fonctionnel que l'outil va vous proposer. Un autre point aussi important, si vous voulez qu'on vous fasse une présentation personnalisée de l'outil, vous avez un bouton « Demander une démo ». Donc, il suffit de mettre votre numéro et votre nom, comme ça, nous, on vous rappelle, et on pourra vous faire une présentation en fonction après de chacun, ça peut être adapté. Alors, les nouveautés maintenant au niveau du logiciel. Alors, c'est pas là, c'est là, on revient au début. Alors, la première nouveauté déjà dans Yoda One, c'est qu'il y a un module de nouveautés. C'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre forcément d'avoir une newsletter sur laquelle on va vous dire, voilà, il y a telle nouvelle fonctionnalité, on a fait ci, on a fait ça. Là, vous avez un bouton nouveautés, vous cliquez dessus, et du coup, vous allez avoir toutes les nouveautés depuis le début. Donc là, par exemple, si je remets un petit peu au début, donc là, cet été, on a mis la connexion Google Analytics 4. Après, on a donc généré les nouveaux exports. Donc, par la suite, on va avoir les exports qui vont être personnalisables. Le premier pays qu'on a sorti sur un nouveau moteur donc, de recherche qui est google.be, donc pour la Belgique, vous allez voir, on va bientôt avoir la Suisse et après, il va y avoir beaucoup d'autres moteurs parce que ça nous est clairement demandé. On peut avoir la gestion des multi-comptes sur Google Analytics, c'est-à-dire qu'au départ, on n'avait qu'un seul compte possible de connectable, mais quand on dépasse une centaine de clients, du coup, là, on est bloqué. Donc là, maintenant, on peut mettre plusieurs comptes administrateurs de Google Analytics, ce qui permet d'avoir une multitude de comptes directement dans l'outil. Une autre chose aussi vraiment bien qu'on a sorti cette semaine, c'est la localisation nationale qui n'est plus obligatoire. C'est-à-dire qu'avant, par défaut, quand on créait un projet, on était obligé d'avoir France, et si on voulait analyser une ville, genre Lyon, du coup, on était obligé d'analyser et France et Lyon. Et du coup, ça doublait un petit peu les infos pour pas grand-chose. Donc là, à partir de début de cette semaine, on peut enlever France par défaut, et du coup, mettre qu'une seule ville et avoir tout son projet uniquement orienté sur une ville donnée. Petite précision, je reviens, j'y pense, sur la partie google.be. Quand on a des volumes de recherche dans un pays étranger, on a les volumes de recherche du pays. On n'est pas sur un volume de recherche français analysé sur un Google belgique. Hein. Donc ça, c'est important à savoir. L'historique au niveau d'Analytics, c'est-à-dire que quand vous mettez votre compte, on récupère les 12 derniers mois d'Analytics, ce qui permet d'avoir un contenu dès le début au niveau des informations qui sont intéressantes. Donc voilà sur la partie un petit peu mise à jour, nouveauté qu'on va avoir dans Yoda One. Maintenant, l'idée que je voulais vous montrer par rapport à ce live, c'était vraiment en fait cette capacité de donner aux agences à pouvoir mieux vendre. Les outils en général dans le SEO, le SEA sont quand même des outils qui sont relativement très techniques. L'objectif de Yoda One, c'est le contraire, c'est d'être vraiment très simple, d'enlever, on va dire, tous les termes que des personnes un peu néophytes dans le référencement pourraient avoir du mal à comprendre. Et du coup, on a mis en place en fait des informations qui vont vous permettre de communiquer auprès de votre client de manière très simple, c'est-à-dire qu'on a une approche qui est vraiment très business, étude de marché.
Et donc, une des manières de faire dans Yoda One, c'est d'insérer beaucoup de mots-clés au départ. Alors, pourquoi je dis ça? Vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, je vais y revenir assez régulièrement pour vous expliquer en fait la raison pour laquelle je dis il faut mettre beaucoup de mots-clés au début. C'est pas une histoire de dire il faut prendre des gros forfaits, mettre beaucoup de mots-clés, nous on va être contents, c'est pas du tout l'idée. En règle générale, les agences, vous avez entre 20, 50 mots-clés, on va dire, en termes de prestations. Et là, moi, je vais vous dire, bah non, il faudra en mettre 500, il faudrait peut-être en mettre même jusqu'à 1000. Alors, pourquoi? Parce que l'outil, c'est un outil qui va vous permettre de faire une étude de marché. Pour faire une étude de marché, on a besoin d'avoir beaucoup d'informations pour avoir de la qualité au final. Et derrière, une fois qu'on a toutes ces informations, eh ben, on va pouvoir récupérer les 20, les 50 mots-clés parmi les 500, les 600 mots-clés. Mais ces mots-clés-là ont été pris en toute sécurité, ont été ciblés en sécurité. Et d'autant plus, comme c'est des choix que vous pourriez faire aussi avec vos clients, bah, ça va vraiment être un lien de confiance au final en disant « Ok, là, on a une base de 500 mots-clés. Le lendemain, on arrête, on repart sur 20 mots-clés, mais au moins ces 20 mots-clés-là, ils ont été sélectionnés de manière très stratégique. Et comme on fait des analyses tous les jours, bah, du coup, les 1000 mots-clés qu'on aura utilisés un jour, bah, vous les retrouvez le lendemain. Donc, si vous repartez sur un projet qui a plus que 20 mots-clés, bon, bah, vous récupérez vos 980 mots-clés initialement utilisés la veille, mais au moins, vous avez eu l'occasion d'avoir fait un bel audit et un gros audit. Et si on fait un audit avec 20 mots-clés, le périmètre, on va dire, informationnel va être très réduit, les concurrents risquent d'être assez relatifs, et à l'inverse, évidemment, plus on a de mots-clés, plus on va être exhaustif dans les résultats et avoir vraiment de la qualité au niveau des concurrents. Et vous verrez, les concurrents, on va pouvoir identifier leur stratégie de référencement. Donc, on va pouvoir aussi discuter avec le client et lui dire, vous voyez, moi, je suis capable d'identifier les concurrents et de connaître leur stratégie de référencement. Ce qui vient vraiment amener de la confiance derrière et du coup, vous aider à vraiment mieux vendre des prestations payantes, par exemple, si en général, c'est le SEO qui est demandé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, au début, je suis sur la partie projet. Donc là, comme sur les autres lives, j'ai toujours les différents projets. Alors, on va changer de Decathlon, on va passer un petit peu sur un autre site qui est acheter or et argent. C'est un projet dans lequel j'ai mis environ 400-500 mots-clés. C'est fait exprès pour justement avoir un petit peu d'infos sympas derrière, mais rien n'empêcherait, par exemple, à la fin, de dire, bon, voilà, moi j'ai ciblé mes 20-50 mots-clés, je garde mon projet comme ça, et du coup, je récupère tous les mots-clés utilisés la veille. Concernant le système d'information, on va dire au niveau de Yoda One, sur la partie gauche, vous avez un menu. Donc là, on va avoir toute la partie informationnelle. Au milieu, on va avoir toute la partie reporting et vous verrez, on a mis en place un rapport qui est vraiment orienté pour les commerciaux des agences web, c'est-à-dire que ça permet de partir en rendez-vous du jour au lendemain avec une information où il n'y a pas des évolutions, donc pas un besoin d'attente, et qui va vraiment vous servir de support de vente. Je vais vous montrer ça à la fin. Ensuite, on va avoir toute la partie paramétrage. Donc là, on va avoir l'ajout, suppression des mots-clés. Vous allez pouvoir créer des segments de marché, donc des groupes de mots-clés thématisés. L'ajout de concurrents ou en enlever parce que justement, la première analyse au niveau de l'audit, on a trouvé des nouveaux concurrents qui sont beaucoup plus stratégiques que les concurrents initiaux. Je vais enlever les anciens, je vais rajouter les nouveaux pour faire un projet qui soit vraiment sympa. Et Google Analytics, c'est si on veut rajouter un compte, le changer pour X ou Y raison. Ensuite, sur la partie haute, on va retrouver donc la partie localité. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir avoir à disposition les différentes localités générées au niveau de la création du projet. Et donc, vous pourrez passer d'une ville à une autre ou d'une région à une autre et ainsi de suite. Par contre, c'est toujours un seul pays, un projet. Pas deux pays dans le même projet, sinon les mots-clés, c'est pas cohérent avec la langue. On va avoir après la granularité. Donc la granularité, ça va en fait nous permettre de pouvoir zoomer et dézoomer des informations. Ça veut dire que si je veux regarder au jour le jour mon trafic, je le regarde au jour le jour, donc j'ai une vision sur la semaine. Et donc on va pouvoir le faire sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Et là, par exemple, si je me mets par mois, on a en fait les 12 mois de l'année où on voit l'évolution. Donc le dashboard, qui est un tableau de bord, dans un premier temps, il est figé. C'est-à-dire que là, vous allez voir, il y a des informations qui viennent en fait des différents menus, donc c'est pas vraiment thématisé. L'idée à terme pour nous, ça va être de vous l'amener sous forme de personnalisation. C'est-à-dire que vous, en tant qu'agence, vous avez beaucoup de clients, il y a plein de projets, et l'idée, c'est pas d'aller dans chaque projet et puis de regarder précisément tous les menus, parce que ça peut amener une certaine perte de temps. En règle générale, vous regardez toujours les mêmes indicateurs. Donc l'idée, c'est dans la personnalisation du dashboard à terme, ça va être de vous permettre de pouvoir aller générer et chercher des différentes informations dans les différents menus,
paramétrer votre dashboard, comme ça, quand vous allez voir un client, vous rentrez dans le projet, vous avez tout de suite les informations qui vous intéressent. Pas besoin d'aller regarder à droite et à gauche pour faire juste de la veille. Alors, pour l'instant, on va regarder ce que l'on a mis en avant dans un premier temps, donc dans cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir les données de trafic et conversion. Donc, trafic et conversion, c'est des données qui viennent d'Analytics. Donc là, en jaune, la courbe, on va retrouver donc l'évolution du trafic du site sur l'année. Et on va avoir les conversions. Alors, ce sont les objectifs cumulés que l'on trouve dans Analytics qui sont représentés comme étant une conversion globale par mois dans le tableau. Ensuite, on va récupérer les canaux d'acquisition. Donc là, toujours en provenance d'Analytics, ça c'est une vue qui est assez sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit tout de suite d'où vient le trafic. On sait que j'ai la moitié de mon trafic qui vient du direct et une autre très grosse partie qui vient du naturel. L'autre point, c'est que là, je suis par mois. Mais si je passe par an, je vais pouvoir avoir un référentiel sur l'année et regarder, par exemple, hier, ce qui s'est passé si je me mets par jour. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir, en gros, si on est dans les clous, si on n'est pas dans les clous par rapport aux habitudes, on va dire, de trafic du site. Ensuite, on va retrouver analyser ma concurrence. Donc là, en fait, ce sont les concurrents suivis. Les concurrents suivis, en fait, ce sont les sites que l'on met dans le projet, qui, en général, le client veut avoir parce qu'il les connaît et qu'il veut garder un œil sur ses concurrents. Et donc là, on va avoir un classement global du ranking des concurrents et du site du client. Alors, il faut bien faire attention, c'est une vision globale. C'est-à-dire que là, on a une vision sur google.fr. On n'est pas en SEO, on n'est pas en SEA ou en image. On est sur tout Google. Donc ça permet déjà de dire, voilà, quel est le leader sur mon marché, quels sont les outsiders, où se situent les concurrents que je pense être les bons. Alors pour une raison de logique, je vais aller plus bas pour expliquer la suite. Ensuite, on va avoir la taille du marché. Donc la taille du marché, c'est quoi? C'est que dans le projet, on a mis des mots-clés, on va cumuler tous les volumes de recherche moyens mensuels des mots-clés pour avoir une vision globale du marché, justement. C'est-à-dire que là, avec tous les mots-clés que j'ai dans le projet, ça représente 113 900 recherches par mois effectuées. Donc ça permet déjà de dimensionner. Ça veut dire qu'on sait qu'on n'est pas sur un objectif de 10 000 visiteurs parce qu'on en a 113 000, on peut potentiellement en avoir un peu plus, mais on n'est pas non plus sur 3 millions. C'est-à-dire que le client, il ne faut pas qu'il s'attende non plus à avoir 1 million de visites en ciblant 113 000 recherches par mois. Donc là, on a dimensionné un petit peu le potentiel du site que l'on cible. Ensuite, on va pouvoir donc avoir les segments de marché. Donc les segments de marché, c'est des groupes de mots-clés thématisés. Donc on fait bien comme on veut, mais la logique de segments de marché, c'est plus compréhensible, on va dire, ou on peut dire aussi les thématiques parce que c'est aussi compréhensible, mais au moins on y voit plus clair dans les choses. Et donc, par exemple, on va voir au jour le jour ou par mois, toujours en fonction de la granularité, l'évolution de la visibilité du site et sur quelle thématique j'ai tendance à gagner, j'ai tendance à perdre et où est-ce qu'on en est. Là, on a vu la taille du marché, on voit les segments de marché, et du coup, on va avoir le potentiel de progression. Alors, le potentiel de progression, c'est quoi? C'est que Yoda One, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer tous les mots-clés, il va faire une analyse de visibilité, donc il récupère tous les sites qui sont affichés sur les 3 premières pages de Google, et il va dire, voilà, par rapport au volume de recherche qu'on a, par rapport à la visibilité en cours du client, qui lui génère déjà du trafic potentiel, on va lui dire, OK, par rapport à tes résultats en naturel, donc les positions que tu as sur les mots-clés en naturel, le site, il va, en étant premier sur les résultats de ces mots-clés, on va pouvoir gagner 15 000 visiteurs en plus. En shopping, on va pouvoir en gagner 2 500, 4 200 en AdWords. Donc ça commence déjà à donner des billes pour savoir en gros où se trouve le potentiel pour le site du client. Ça veut dire que est-ce que ça va être plus intéressant pour lui déjà de faire du SEO, de faire du payant, de faire du shopping, etc. Donc c'est un premier tableau. Alors on verra bien évidemment beaucoup plus précisément les choses, mais là déjà c'est juste un indicateur à un niveau un peu global. Ensuite, on va avoir les performances publicitaires. Donc, dans Yoda One, quand on parle de publicitaire, on parle AdWords et shopping. C'est les deux en même temps. Donc là, on récupère les données analytics de trafic, de conversion et de chiffre d'affaires. Je précise, je pense à une chose, ce ne sont pas les données analytics du site, c'est des données d'analytics qu'on a de notre côté et il n'y a pas de corrélation directe. Donc si vous voyez des trucs un peu bizarres, c'est normal. Après, on va avoir les résultats SEO. Donc résultats SEO, c'est quoi? C'est le pourcentage de mots-clés que l'on va avoir en première page de Google. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 73% de mes mots-clés en première page. Si j'en avais 100 dans mon projet, j'aurais 73 mots-clés.
Ça veut dire que là, on a un peu de la veille en disant: «Bah, voilà, est-ce que je fais de l'acquisition en première page?» Déjà, au-delà d'être dans des logiques de positionnement, être en première page, c'est déjà un premier challenge, en termes d'acquisition. Donc ça permet un peu de résumer tout ça. Ensuite, vous verrez, on va parler de visibilité locale, que l'on a dans le menu de gauche, qui permet en fait de quand on a un projet dans lequel on a mis plusieurs villes ou plusieurs régions, bah, vous allez pouvoir en fait mesurer la visibilité, d'un seul site à plusieurs endroits en même temps, qui très souvent en fait est, un rapport, une ville. Bon bah, là, on va pouvoir avoir jusqu'à 5 villes dans un seul et même rapport. Par exemple, une agence immobilière va être intéressée, parce qu'elle a 2-3 agences dans des villes différentes, de pouvoir avoir un seul et même rapport et mesurer sa visibilité sur Google à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir les meilleures pages. Donc là, on va retrouver bah, les top 5 des pages les plus visibles au niveau du site. Ça permet un peu de les mettre en évidence et de voir, bah, même au-delà des top 5, on voit que c'est clairement la page d'accueil, pour le coup, là, qui remonte bien au niveau des résultats. Donc là, on était sur la partie dashboard, tableau de bord. Donc vous avez vu, ça part un peu à droite, à gauche. C'est pour ça que quand on aura la personnalisation, ça va être nettement plus sympa aussi à regarder. Alors maintenant, on va partir sur la partie trafic. Donc là, on repart vraiment sur des choses très thématisées. La partie trafic, faut bien dire une chose, c'est que Google Analytics. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'ajout d'informations particulières, c'est en gros une API, on récupère les infos Analytics et on les met ici. L'idée, c'est de concentrer un peu ces informations-là avec les informations qu'on récupère sur Google, parce que bah, ça va de pair quand même en règle générale. Comment ça marche? Donc là, au début, on va avoir bah, tout simplement l'évolution du trafic du site. Donc ça permet de voir un petit peu bah, si on a tendance à gagner, à perdre tous les mois au niveau du trafic. Ensuite, on va regarder donc les conversions. On va avoir le nombre de ventes qui correspond aux transactions dans l'analytics, ce qui permet de, comme il est collé avec le chiffre d'affaires, ça va permettre de dire, bah voilà, j'ai fait 15 ventes avec 15 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, puisque là, on voit qu'on est par mois. Et donc, bah, ça permet après facilement de déduire un petit peu bah, quel est le chiffre d'affaires par visite. Et donc, c'est intéressant, parce que là, on commence à avoir des KPI assez fins. On a des KPI assez fins. Ensuite, on va avoir les performances par canaux d'acquisition. Alors là, toujours pareil, d'Analytics, on voit qu'on retrouve bah, le naturel, AdWords, le display, donc tout la provenance, on va dire, du trafic par rapport à Analytics sur son site, que l'on va croiser avec les conversions, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires. L'idée de ce tableau-là, c'est de mettre en fait en évidence quel est le canal d'acquisition qui convertit le mieux ou le moins, et du coup, pouvoir les mettre en exergue et bah, peut-être après faire un focus en disant, bah voilà, tiens, on va peut-être s'occuper de celui-là, parce que là, il y a zéro trafic et on ne convertit pas, ce serait peut-être un endroit à aller chercher. Ensuite, on va retrouver les sources de trafic. Donc, en fait, là, on a l'évolution du trafic du site au global. C'est-à-dire que si je remonte et qu'on regarde cette courbe, bah, c'est la même. Sauf que c'est cette courbe qui est en fait subdivisée en différents canaux d'acquisition. Donc là, on va retrouver, bah, pareil, hein, le SEO, l'AdWords et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir bah, naturellement dire, bah, moi, je veux faire un focus uniquement, par exemple, sur les referrals. J'enlève tout le reste et je peux regarder facilement en fait l'évolution du trafic pour les referrals sur mon site. Donc ça aussi, c'est un côté un peu sympa, où comme ça, on peut facilement mettre en évidence auprès des clients la traduction de données qui peuvent paraître assez techniques directement dans Analytics, et même les référenceurs s'y perdent en règle générale. Du coup, là, c'est bien, parce qu'au moins, c'est très clair, c'est propre, et le client, au moins, là, lui, il va comprendre quoi. Et après, on a récupéré le dernier tableau d'Analytics, donc là, c'est le tableau des referrals, sur lequel on retrouve en fait les différents sites qui nous ramènent du trafic, et on récupère toujours pareil, un trafic, conversion et chiffre d'affaires. Donc j'espère que cette partie-là, c'est assez clair pour vous. Je vais juste faire une petite pause, je vais regarder dans le chat s'il y a vraiment des questions, et comme ça, je vais essayer d'y répondre directement. Tac, tac, tac. Alors, prévu la personnalisation. Alors, quand est-ce qu'est prévue la personnalisation du dashboard? Pour l'instant, je vous avoue, c'est pas évident à savoir, parce que on a beaucoup de choses qui vont sortir. Et en fait, le souci, alors nous, commerciaux, on demande, mais techniquement, derrière, faut le développer, c'est pas évident. Après, il faut mettre des priorités. Et comme tout est prioritaire à nos yeux, c'est pas évident. Donc, on essaye de mettre des échelons. Pour l'instant, on va travailler, par exemple, sur la personnalisation des exportations. Donc, on le verra par la suite. Là, on a des modèles de rapport. On va vous permettre de les personnaliser donc, directement comme le dashboard. Et après, on va aller sur du Google Sheet pour avoir le connecteur. Comme ça va permettre, pour ceux, par exemple, qui ont du Data Studio, d'avoir un connecteur Data Studio sur Google Sheet, et on pourra du coup automatiser toute la chaîne d'exportation de données vers des tableaux personnalisés que vous pourriez avoir justement sur Data Studio.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte un petit peu. Hop, alors, là, c'est... Pour l'instant, on est bon. Ok, c'est parfait. Bah, écoutez, on va continuer. Alors maintenant, on va attaquer la partie segment de marché. Alors, la partie segment de marché, pour moi, c'est la partie de communication auprès des clients. C'est vraiment comment dire, les exportations, on les a basées là-dessus. Ça veut dire que là, on est sur une sémantique qui est très simple. On est sur du business. On parle de taille de marché, on parle de segment de marché. Là, on n'est plus dans de la technique. L'idée de cette partie, c'est d'arriver en fait à faire comprendre à vos clients comment fonctionne leur business. C'est pour ça qu'avec 20 mots-clés, ça va pas être évident. Par contre, avec 500 ou 1000 mots-clés, là, ça commence à être sérieux. Pourquoi? Parce que très souvent, les e-commerçants, ils ont une vision, pour certains qui ont par exemple un magasin en physique, ils connaissent leurs concurrents, mais c'est souvent des concurrents physiques. Quand on arrive dans le monde du digital, c'est un autre monde. Il y a d'autres concurrents. Ceux qui croyaient être des concurrents, au final, c'est pas des vrais concurrents parce qu'ils font peut-être pas d'internet. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à leur transmettre un petit peu un audit de visibilité générale, donc un peu une étude de marché, et de leur démontrer en fait quels sont leurs points forts, leurs points faibles en termes de thématiques, et comparer à leurs concurrents. Et du coup, en fait, ça va commencer à poser des briques pour pouvoir construire avec eux leur stratégie de référencement derrière. Donc vous allez voir pourquoi. Ici, on retrouve la taille du marché. Donc là, c'est l'indicateur qu'on a vu tout à l'heure. Après, on va avoir un graphique en radar, où là, en pointe de radar, on va retrouver les différentes thématiques que l'on a mis au niveau du projet. Alors, je vais prendre de manière volontaire un concurrent qui a des belles performances par rapport au site que j'ai utilisé. Donc là, en fait, on va retrouver, alors, en vert, c'est le site du client, en bleu, c'est le concurrent. Donc là, en fait, on va vite savoir quelles sont les forces et les faiblesses. Ça veut dire que là, on voit que le site du client, sur la thématique de l'argent, il est assez bien visible. Au global, on est toujours sur une approche google.fr. On ne parle pas encore de SEO, pas de SEA. On ne complique pas les choses, on est avec des clients, il faut que ce soit simple. Donc là, c'est visibilité générale. Donc, point fort, argent, point fort, thématique de l'or. Par contre, on voit que le concurrent, lui, il est bien positionné sur la thématique des pièces et des lingots. Donc déjà, ça permet de poser des billes. On voit un peu où est-ce qu'on en est, quoi. Il y a peut-être aussi des thématiques à aller voir sur la partie autre, parce que du coup, là, on voit qu'on a quand même une certaine faiblesse et le concurrent a l'air d'être présent. D'ailleurs, en termes d'informations sur les prochaines mises à jour, on va augmenter le nombre de segments possibles. Ça veut dire que là, à partir de 7 segments, on met un segment autre, parce qu'en fait, il fallait mettre un curseur sur le côté c'est joli et c'est lisible, et j'ai plus ou moins de segments. Donc là, on va augmenter à plus de 15 segments, donc ça va permettre déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa, tout en ayant une capacité de lecture qui soit quand même correcte. Petite information aussi par rapport à la concurrence des segments de marché, on va retrouver les concurrents suivis, donc on retrouve quand même les sites que le client veut avoir sous les yeux. Mais n'empêche qu'on va aussi retrouver tous les sites les plus visibles sur l'ensemble des mots-clés qu'on a mis. Et donc ça permet vraiment de sortir un petit peu du cadre, de dire voilà, ok, j'ai vos concurrents, ils sont là, pas de souci, on est bien. Mais voilà en fait peut-être les vrais concurrents qu'il va falloir suivre, quoi. Ensuite, on va retrouver ici la répartition des segments de marché. Alors comment ça marche? Ici, on va retrouver donc les 100% de la taille de son marché. Ça veut dire qu'ici, j'ai mes 113 000 recherches qui sont au global sur le camembert. Après, je vais avoir une répartition par segment. Ça va permettre en fait de démontrer à votre client quelle est sa part de marché la plus intéressante. Ça veut dire que là, on voit tout de suite qu'en gros, le segment de l'or et le segment de l'argent, si on n'attaque pas ces deux segments, c'est quand même dommage, parce qu'en fait, on a quasiment 80-90% de ces visiteurs qui proviendraient de ces deux niveaux. Et on voit que à côté, on a des marchés niches, donc qui peuvent être intéressants. Après, c'est suivant la stratégie. Mais voilà, au moins, on est capable de prouver et de mettre sur le papier, grosso modo, où se trouve le business pour son client. À droite, on va retrouver la visibilité justement du client. Donc là, on va voir s'il est plus ou moins visible en fonction de chacun des segments. Toujours au global, on ne parle pas de SEO et de SEA toujours. Et ici, on va avoir en fait l'évolution. Ça veut dire que là, en gros, j'ai l'évolution du score de visibilité du site du client au global sur google.fr. On va l'avoir par segment. Ce qui veut dire que là, je vais de la même manière dire, moi, je vais m'attarder sur le segment de l'or parce que on est sur le plus gros marché.
Et après, on va commencer à pouvoir descendre un petit peu dans les strates. Donc là, on va commencer à préciser les choses. Alors là, on n'est plus sur une logique déjà de reporting, hein. On n'est pas sur le premier rendez-vous découverte avec le client. Mais ça va être par la suite quand même assez intéressant parce que ça reste dans la simplicité. Et donc, le client, il va pouvoir regarder en disant, voilà, ok, j'ai une belle augmentation en SEO, en visibilité sur mes différents segments. Et donc, je vais pouvoir passer d'un type d'affichage Google à un autre de façon à voir, voilà, est-ce qu'il y a de l'acquisition et comment ça se passe. Alors, une chose, c'est qu'on fait les analyses tous les jours. Il ne faut pas s'inquiéter. Au niveau des rapports, on a la possibilité de faire des rapports mensuels. Donc, évidemment, les clients n'auront pas accès aux rapports intermédiaires quotidiens dont vous les aurez, mais le client ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous appeler tous les jours en vous disant « j'ai gagné, j'ai perdu une position », parce que ça, c'est des craintes qui sont complètement légitimes, pour les deux parties d'ailleurs, hein. Donc voilà, l'idée c'est toujours de garder une logique mensuelle, hebdomadaire. On va rajouter le trimestriel parce que ça nous a été demandé à plusieurs reprises au niveau des exports. Donc là, on a l'évolution du score de visibilité. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a quand même fait une belle analyse. Ça veut dire qu'on est capable de dire à son client, voilà le potentiel d'acquisition qu'on a en termes de volume de recherche, les points forts, les points faibles en fonction des différents concurrents, sa répartition de marché, donc où est-ce qu'il faut faire peut-être un focus sur une thématique plus qu'une autre. On a son évolution, et du coup, maintenant, l'outil, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous dire où aller chercher, en gros, des nouveaux visiteurs. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, de le faire avec un client, parce que là, vous allez pouvoir lui démontrer par A plus B que oui, il y a peut-être du potentiel en SEO, mais il y a aussi beaucoup de potentiel en AdWords, alors que peut-être le client, au début, il ne voulait peut-être pas en faire. Donc, on commence à avoir des niveaux, on va dire, moi j'aime bien dire les niveaux de frustration, parce qu'au niveau commercial, mettre une certaine tension pour justement essayer de vendre un petit peu plus de prestations derrière, c'est quand même un petit peu aussi le métier, quoi. Donc, comment fonctionne le tableau ? Ici, on va retrouver les différents segments de marché. L'outil va nous dire, OK, il y a un gain potentiel de trafic de 20 000 visiteurs pour l'un. Après, on va être à 5 000, etc., etc. Là, on va pouvoir du coup faire des focus. Et on va lui dire, OK, là, il y a 20 000 visiteurs à gagner sur le segment de l'or. On va regarder tous les mots-clés qui sont concernés par ce segment. On va cliquer dessus. Et là, en fait, l'outil va tout traduire. C'est-à-dire que l'outil nous dit, OK, sur le mot-clé hors achat, le client, il est peut-être positionné en SEO, par exemple, 5e, qui lui ramène déjà un trafic estimé. Mais imaginons qu'il est 5e et que là, il est marqué 2300 visiteurs en SEO. Ça veut dire qu'en fait, sur le mot-clé hors achat, s'il passe de 5e à la première position, il va gagner 2300 visiteurs en plus. Et donc là, c'est classé par ordre de trafic potentiel. Ça veut dire que là, on a tout de suite tous les mots-clés qui sont les plus intéressants pour le client. Donc là, on était peut-être sur nos 500 mots-clés, mais du coup, on en a plus que 10. Et donc, ça peut commencer à permettre de faire des choix pour se dire, tiens, on va choisir tel mot-clé ou tel mot-clé. Et là, bien évidemment, on a aussi le potentiel en AdWords. Et c'est là où je vous disais, en fait, c'est intéressant de discuter avec le client parce que malgré qu'il veuille faire peut-être que du SEO, il aura quand même sous le nez que s'il faisait de l'AdWords sur le même mot-clé, il pourrait avoir 1000 visiteurs en plus. Et comme on sait que l'AdWords, c'est quand même beaucoup plus rapide, ça amène toujours des leviers et là, il n'y a pas besoin de dire grand-chose parce qu'au final, le client va le lire tout seul. Une fois qu'il a compris la première colonne, il aura compris toutes les autres. Et donc, il verra qu'il y a du potentiel en shopping, il y a du potentiel en AdWords et donc, on va pouvoir faire défiler la liste des 180 mots-clés et regarder un petit peu quels sont les mots-clés à fort potentiel. Et là, on est sur des choses très simples parce qu'on est simplement en train de lui dire, vous voyez, monsieur le client, en gros, sur tel mot-clé, si on optimise et qu'on arrive vraiment à se positionner en naturel sur ce mot-clé-là, voilà ce qu'on peut gagner. Et donc, on est dans la simplicité pure et dure là. On ne parle pas du tout de technique. Donc, j'espère que c'est assez compréhensible ce que je suis en train de vous dire. Je vais refaire une petite pause là parce que là, c'est au niveau des questions, si jamais il y en a. Et je rattaque tout de suite après. Je vais juste faire une petite pause. Alors, c'est François qui parle. Ok, ça a l'air. Alors, trafic potentiel vidéo YouTube. Alors, oui, la question est pertinente. On n'a pas le. Alors, comment dire ? Google, pour nous, c'est une place de marché un petit peu. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on analyse au global. Dans Google, on a des affichages vidéo. Ces affichages vidéo, on les prend en compte. Par contre, on ne va pas crawler YouTube comme un moteur type Google, mais c'est des choses sur lesquelles c'est en réflexion, c'est bien de le dire, mais après, comment on les récupère ? Parce que YouTube, le truc, c'est qu'au niveau des URL, c'est pas si évident qu'un site web avec un domaine. Donc, il y a beaucoup de questionnements à avoir, c'est super intéressant.
mais pour l'instant, pour répondre clairement, non, on n'analyse pas YouTube. Mais on récupère par contre les vidéos affichées sur Google quand on fait des requêtes, qui sont sur YouTube sans aucun souci, hein, et on les considère comme des positions et des types d'affichage comme un autre. On va le voir d'ailleurs juste maintenant, donc du coup la question elle est parfaite. Alors on va passer sur les axes de progression. Alors, vous allez voir, les axes de progression, c'est un petit peu la même philosophie que segment de marché, sauf que là, on est un petit peu plus dans du technique. Donc attention, si jamais vous avez des clients qui sont un petit peu légers techniquement ou néophytes dans le référencement, évitez peut-être de rentrer là-dedans parce que ça va être assez dur pour eux. Parce que là, on parle d'intention de recherche transactionnelle, informationnelle. Après, pour ceux qui sont au contraire aguerris et qui cherchent à avoir ces informations-là, bah, vous aurez aussi les résultats. Alors, comment fonctionne ce tableau ? Ici, dans mon projet, j'ai 400 ou 500 mots-clés. Alors, ce qu'on va imaginer, c'est qu'on va imaginer qu'on n'a que 100 mots-clés dans le projet. Pour les pourcentages, ça va être plus simple pour la compréhension. Sur mes 100 mots-clés, là, il me dit fréquence d'apparition des types de résultats Google. Ça veut dire que là, j'ai du 100% naturel. Ça veut dire que sur mes 100 mots-clés, chaque fois que je mets mes mots-clés dans Google, bah, Google me remonte tout le temps du naturel. C'est pour ça que très souvent, on a 100%, parce qu'il y a évidemment tout le temps du naturel quasiment sur Google. Après, il me dit, bah, j'ai 57% d'AdWords. Donc là, j'ai 57 mots-clés sur les 100 qui remontent de l'affichage payant Ads. Et ainsi de suite sur tout le reste. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que, OK, j'ai fait une sélection de mots-clés, mais mon site, c'est un site e-commerce. Par exemple, le site du client, il cherche à faire des transactions et pas forcément avoir des millions de visiteurs, mais surtout avoir des visiteurs qui achètent. Donc, on va partir du principe de dire que si les mots-clés, déjà, une grosse partie des mots-clés sont achetés par des annonceurs, c'est que derrière, ben, les mots-clés doivent être quand même assez cohérents sur des logiques de conversion et donc des visiteurs qui viennent acheter. Et donc, évidemment, ben, plus on aura d'affichage payant pour un site e-commerce, plus ça voudra dire que les mots-clés ont une tendance transactionnelle. À droite, on aura la visibilité du client. Ça veut dire que là, on a la fréquence d'apparition mots-clés toute simple. Et à droite, ben, on voit en fait quand est-ce que le client, lui, remonte. Donc là, il y a une bonne visibilité en naturel. Et on voit qu'il a une campagne AdWords, il a une présence sur du map et ainsi de suite. Donc ça permet déjà de voir un petit peu où est-ce qu'il se situe. Donc ça peut être aussi intéressant à discuter avec lui si vous voulez aller là-dessus. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une logique philosophique qui était assez proche de segments de marché. Pourquoi? Parce que là, on retrouve à peu près la même approche. À la différence, c'est qu'au lieu d'avoir des segments de marché, ici, on va avoir les types de résultats. Ça peut être intéressant, par exemple, dans les agences d'une certaine taille, où il y a des personnes qui pilotent le naturel, d'autres personnes en interne qui pilotent le payant, et ça peut permettre en fait de facilement dispatcher les infos, par exemple, pour les chefs de projet. Donc là, on va voir, ben voilà, en naturel, il y a 15 000 visiteurs potentiels à acquérir. En AdWords, on est à 4 000. Et ici, par exemple, sur le naturel, on voit qu'on a plus de 300 mots-clés. Ça veut dire que là, on n'a pas les mots-clés sur lesquels on est premier. Parce que si on est premier, il n'y a pas de potentiel d'acquisition à avoir. On va vraiment aller chercher que les mots-clés qui commencent en deuxième position. Donc là, on va retrouver le listing des 300 mots-clés. On retrouve sa position en naturel, on le voit ici pour rappel. Et donc là, il nous dit, OK, on est 5e sur le mot-clé achat or. Et bien, si on arrivait à passer de 5e à 1er, on gagnerait plus de 2000 visiteurs en plus. Et ainsi de suite. Ça permet en fait de suite, comme au début on le disait, de voir les mots-clés qui ont le plus d'intérêt à aller chercher à l'absolu. Parce que là, on va gagner du potentiel. L'idée, c'est vraiment de gagner en efficience. Hein, c'est-à-dire gagner... prendre le temps qu'il faut pour faire du bon boulot, mais du coup, aller sur les bons mots-clés. Parce que si les mots-clés ne sont pas bons, forcément, là, tout le monde y perd. Et en dessous, on va avoir un tableau récapitulatif de l'ensemble des types de résultats que l'on retrouve sur Google, de façon à permettre en fait d'avoir une visualisation simple pour le client, en lui disant, voilà, ici, on est sur le site principal, on retrouve le listing des 400 mots-clés qu'on a mis en place, et on va avoir en fait les positions à chaque fois. Donc là, on voit qu'il a des positions assez sympas en SEO, une petite présence en map, il fait de l'image, il fait de l'AdWords. Ça, c'est une première chose qui est intéressante. La deuxième, en fait, c'est de dire que votre client, il a quand même demandé à avoir différents concurrents qu'il aimerait bien espionner, entre guillemets. Il va pouvoir aller regarder et dire, voilà, un tel, lui, petite visibilité sur la partie SEO, sur les mots-clés qu'on a sélectionnés. Et ainsi de suite. Donc ça permet aussi de facilement regarder un peu qui fait quoi et comment par rapport à des sites qui ont été ciblés. Voilà pour cette partie au niveau des axes de progression. Alors,
on va passer sur la partie publicité. Je fais juste une petite pause, 2 secondes, s'il y a des questions au cas où. Alors, il y a beaucoup de surlignés, il y a du map. Alors, comment présenter concrètement? Alors, attendez, on va passer en phase 2. Je vais mettre mes lunettes parce que là, j'arrive pas à le lire. Alors, comment présenter concrètement une synergie SEO sur des mots-clés stratégiques pour mieux gérer les coûts payants? Alors, sur les coûts payants, c'est pas évident à gérer parce que les payants, en fait, il faudrait, et c'est là où on n'est vraiment pas loin, il faudrait avoir en fait les taux de conversion. Du moment où on a les taux de conversion sur du payant, on pourrait en fait entrevoir le fait de dire voilà, il me faut tant de budget pour arriver à avoir tant de visiteurs. Et comme on aurait les conversions, on pourrait dire on aurait une approche de ROI, c'est-à-dire que là, je sais que je mets 10, j'ai 3 visiteurs, ils dépensent 40, du coup, j'ai fait 30 de bénéfices, quoi. Et là, on n'est pas loin. Le seul truc, c'est qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas si dans AdWords on les a les taux de conversion, mais avoir une moyenne de taux de conversion par mot-clé. Et du coup, derrière, là, ouais, ça serait intéressant. Mais on me l'a déjà posé cette question, mais on l'a pas encore, quoi. J'aimerais bien. Alors, on va attaquer la publicité. Donc, comme je disais, publicité tout à l'heure, c'est la partie shopping et ads. Donc, dans un premier temps, toujours pareil, on va retrouver en provenance d'Analytics l'évolution du trafic au niveau du payant, les conversions, le chiffre d'affaires. Ensuite, on va avoir les top concurrents ads et les top concurrents shopping. Donc là, en fait, ce n'est pas forcément les concurrents qu'on a mis dans le projet. Là, ce sont en fait les sites qui remontent naturellement sur les résultats en payant en relation avec les mots-clés du projet. Donc, toujours pareil, cette notion de premier rapport avec beaucoup de mots-clés, elle est intéressante. Parce que là, si vous mettez 20 mots-clés, en gros, les top concurrents, ils seront sur les 20 premiers mots-clés, mais ils ne seront peut-être pas représentatifs. Et si on en met 400, il y aura peut-être des concurrents totalement différents qui seront beaucoup plus puissants que ceux qu'on a vus initialement. Donc, c'est pour ça qu'au départ, c'est quand même à réfléchir cette histoire de mots-clés, quoi. Donc là, on a le top 5 des sites à chaque fois. Ensuite, on va retrouver ici la performance du client, donc on voit en fait son niveau de visibilité. Alors, j'ai souvent la question, et c'est légitime, qu'est-ce que veut dire en fait ce pourcentage de 30%, de 29%? Ça veut dire en gros que si le client était à 100%, il serait premier sur tous les résultats en AdWords, sur tous les mots-clés qu'il y a dans le projet. Donc, ça donne à peu près un ordre d'idée. Donc déjà, quand on a entre 30 et 50%, c'est déjà une belle visibilité. Alors, c'est relatif au nombre de mots-clés aussi. S'il y a 20 mots-clés, c'est à voir. Ensuite, on a la position moyenne. Là, on voit que le site, il n'a pas de présence en shopping. Et suite à ça, on va avoir les annonceurs. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que là, j'ai mis mes 400 mots-clés. C'est là où c'est intéressant d'avoir beaucoup de mots-clés parce que là, on va remonter l'ensemble des sites sur les 400 mots-clés qui font de l'AdWords. On va les classer par ordre de visibilité. Et l'idée derrière, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont ciblé comme mots-clés? Parce que moi, je veux peut-être faire une campagne AdWords sur un segment spécifique. Du coup, j'aurais juste à cibler le segment qui m'intéresse et je vais retrouver les mots-clés que les concurrents ont utilisés pour ce segment-là. Donc là, on voit par exemple que Billion, ils ont sélectionné et ciblé 142 de mes mots-clés sur une partie payante. Je vais cliquer dessus. Et là, en fait, je vais retrouver le listing des mots-clés. Donc ça veut dire que là, j'ai le détail de leur stratégie mots-clés, en gros, sur du payant, leur position. Et je vais retrouver, évidemment, toutes les annonces ads qu'ils ont mis en place. Donc c'est intéressant parce que quand on commence, nous, à vouloir faire du contenu au niveau des ads, c'est toujours bien d'avoir un peu des exemples sous les yeux, de voir quels sont les mots-clés qu'ils ont utilisés, peut-être aller voir un petit peu les pages aussi qu'ils ont ciblées au niveau de leur publicité, donc les landing pages. Et en dessous, on va avoir un autre tableau, mais cette fois-ci qui est dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir les annonceurs, on va retrouver les mots-clés. Et toujours pareil, si vous avez 10 mots-clés et qu'il y a 3 mots-clés en ads, ça va pas être super intéressant. Par contre, là, il y a un indicateur déjà qui pourrait être un indicateur, alors moi souvent je dis un indicateur transversal, parce que si on fait que du SEO, on va se dire ouais, mais moi, là, je m'en fous, en gros, ce qui est logique. Et là, en fait, non. Pourquoi? Parce que des mots-clés qui sont recherchés, qui sont, on va dire, achetés par beaucoup d'annonceurs, ça reflète quand même un mot-clé qui a de la conversion derrière. Et quand on fait du SEO, se tromper, ça peut coûter très cher parce que ça demande du temps pour se positionner, construire les pages. Si le mot-clé il est pas bon, qui ramène du monde mais que personne n'achète et c'est pour faire du lèche-vitrine, ça va pas être génial, quoi.
que là, en fait, on a déjà des annonceurs qui sont prêts à acheter, on voit qu'il y a beaucoup d'annonceurs en fonction des différents mots-clés, bah, ça peut donner des indicateurs, du coup, de se dire, bah, tiens, je vais peut-être choisir ces mots-clés-là en priorité, et avec le client, du coup, dire, bah voilà, on va prendre ce pool de 20 mots-clés au final, parce que techniquement, on devrait avoir des retours assez sympas. L'autre point, c'est de dire, bon, bah, on fait quand même de l'AdWords. Moi, j'ai envie de faire de l'AdWords sur ce mot-clé-là. Bah, il est toujours aussi intéressant de savoir quels sont les annonceurs et qu'est-ce qu'ils ont mis en gros en termes de contenu au niveau de l'Ads. Et donc, on va pouvoir aller vérifier bah, les 20 annonceurs, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur contenu, les pages, et ainsi de suite. Alors, je vais fermer et je vais remonter un petit peu. Et là, en fait, vous voyez, il y a AdWords et Shopping. Donc, en fait, c'est les mêmes tableaux. Il suffit de cliquer sur Shopping. Et derrière, en fait, on va basculer en mode Shopping. Alors, c'est exactement le même type d'affichage, sauf qu'évidemment, comme c'est du shopping, bah, on a récupéré les images. On a aussi le tarif et toutes les infos, on va dire, qu'on retrouve dans le Shopping. Donc, je ne la refais pas, mais c'est vraiment la même logique que la partie au niveau AdWords. Par contre, une chose intéressante, alors ça, je le dis tout le temps au niveau des démos, alors, on a un client, je ne sais pas s'il se reconnaîtra, mais il m'a donné une idée, et elle est géniale. C'est qu'en fait, au niveau du shopping, si vous mettez un mot-clé qui est un mot-clé long terme, qui précise vraiment un produit spécifique, on va retrouver les annonceurs de ce produit-là. Et quand on clique dessus, du coup, alors là, on imagine que c'est toujours le même produit, on va tout le temps retrouver le même produit des différents annonceurs, ce qui fait que ça nous donne une sorte de comparateur de prix. Et comme en fait, on fait des analyses au quotidien, tous les jours, ça veut dire qu'en fait, tous les jours, si vous mettez à disposition auprès de vos clients un rapport quotidien, derrière, vous lui fournissez un système de comparaison de prix et lui, tous les jours, il va pouvoir peut-être réguler un petit peu ses prix au centime pour être juste en dessous du concurrent en termes de tarifs. Et du coup, alors, l'idée première n'était pas du tout là, mais par contre, l'idée est très bonne. Et donc, du coup, je le dis maintenant à chaque fois, et ceux qui sont dans le chat se reconnaîtront certainement parce que je l'aurais déjà dit. Voilà pour la partie publicité. Donc, je vais refaire un petit point parce que là, c'est une grosse partie, c'est important. Et si jamais il y a des questions, alors je vous demande 30 secondes. Alors, attendez, je vais regarder parce que je vois. Petit bonjour à Estelle. Alors, la fréquence ne correspond-elle pas plutôt à dans 50% des cas où on effectue des recherches sur les mots-clés du projet, des annonces apparaissent, mais non 50% des mots-clés qui affichent de l'AD. Alors là, je pense qu'on est... les mots-clés, elles vont être sur l'axe de progression. On fait un petit retour, c'est juste pour répondre au niveau de la demande. Donc là, en fait, pour qualifier un petit peu le résultat, la question, en gros, c'est de dire... en gros, à quoi correspond ces 57% de mots-clés? C'est 57% de résultats. Alors, ça veut dire que 57% des mots-clés que j'ai dans mon projet affichent de l'AdWords sur Google. Ça veut simplement dire ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'utilise, au lieu d'avoir des pourcentages, et on va le changer parce que le pourcentage, c'est pas assez simple, et comme l'idée de l'outil, c'est quand même d'être dans la simplicité, on va en fait mettre des mots-clés. Ça veut dire que directement, on va dire, voilà, il y a 57 mots-clés sur les 100, qui affichent de l'AD. Comme ça, au moins, les choses seront claires et il n'y aura pas d'ambiguïté, parce que c'est vrai que des pourcentages avec d'autres pourcentages, c'est pas évident, quoi. Donc, on va s'améliorer là-dessus, et comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus clair. Alors, on va passer sur la partie visibilité SEO. Alors là, on va être sur du standard, donc du suivi de positionnement de SEO, comme beaucoup d'outils vont pouvoir faire. Donc on va retrouver l'évolution du score de visibilité. Alors une chose à faire attention quand on est sur les scores de visibilité. Si votre projet il a 20 mots-clés, vous allez avoir un certain score. Donc là, on va imaginer par exemple que j'avais 20 mots-clés au départ. Je change de stratégie avec mon client, je vends une prestation qui a 50 ou 100 mots-clés. Du coup, je vais ajouter des mots-clés dans le projet, qui eux-mêmes, ces mots-clés vont avoir un score de visibilité. Donc en fait, on peut très bien avoir une courbe qui du jour au lendemain augmente fortement. Ça sera juste à cause de l'ajout des mots-clés. Donc il faut bien juste faire attention à cette partie-là, de ne pas s'emballer en disant « ça y est, j'ai gagné plein de positions, le score il explose, le SEO ça marche nickel ». Attention, il ne faut pas toucher les mots-clés du projet si on regarde les courbes de score, parce que sinon, elles vont forcément être faussées. Et attention, parce que c'est pareil dans l'autre sens, hein. Si vous enlevez des mots-clés, la courbe, elle va tomber. Il ne faudra pas s'inquiéter non plus, c'est normal, hein. Ensuite, on va retrouver donc, tout ce qui est trafic, conversion, chiffre d'affaires, donc toujours des données provenant d'Analytics. Ensuite, on va avoir les top 10. Donc là, on va retrouver le top 1,
le top 3 en vert et le top 10 en jaune. Donc là, en fait, ça correspond au fait d'avoir 75% des mots-clés du projet qui sont au moins dans les 10 premières positions de Google en SEO. Après, à droite, on va avoir donc le dispatch du nombre de mots-clés que l'on a par position. Et ensuite, on va retrouver donc le tableau de suivi de positionnement, alors que l'on peut mettre en grand. Alors vous verrez, quand il y a les 3 petits points, à chaque fois, vous avez l'export en CSV qui est possible et élargir le tableau. L'idée, c'est aussi d'y voir plus clair, parce que des fois, quand on traite beaucoup de mots-clés, c'est pas évident. Et au moins, comme ça, on va pouvoir cliquer sur un mot-clé, regarder tranquillement l'évolution de sa position et voir un petit peu à quoi ça ressemble. On revient, on réduit. Ensuite, alors, ici, on va avoir un tableau qui était en fait dans CURank, qui était l'ancien outil qu'on avait avant, qui nous est très demandé. C'est-à-dire que là, on va retrouver l'ensemble des concurrents que l'on a mis dans le projet, donc les concurrents suivis. On va retrouver tous les mots-clés du projet, et ce qui fait que pour un mot-clé, je vais pouvoir retrouver la position de l'ensemble des concurrents. Donc ça, c'est le genre de tableau que les clients ils aiment bien, et vous verrez d'ailleurs quand on va passer sur la partie des reporting, où je vais vous montrer un peu les modèles. Ce tableau, je l'ai mis parce que voilà, il nous a été demandé plein de fois quand on était en transition de CURank vers Yoda One. Du coup, pas d'inquiétude, il y est, quoi. Alors, on va regarder visibilité locale. Visibilité locale, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si vous avez qu'une localité dans votre projet, c'est-à-dire une région, une ville, visibilité locale ne va pas vous servir. Parce qu'en fait, toutes les autres informations qu'on va voir seront concentrées sur la ville ou la région qu'on aura sélectionnée dans le projet. Cette partie-là, elle est intéressante qu'à partir du moment où on a 2, 3, 4, 5 localités différentes, où là, justement, on va pouvoir concaténer l'ensemble dans un seul et même affichage et du coup avoir une vision globale. Ici, on va repartir sur les mêmes logiques que l'on a vues précédemment, c'est-à-dire que là, on va retrouver la visibilité par ville, donc on a un score de visibilité sur google.fr en général, et donc on va regarder quels sont les sites les plus visibles. Donc le client, faut pas s'inquiéter, il est toujours dans la première colonne, comme ça au moins c'est facilement repérable. Alors là, vous verrez, on n'a que 4 concurrents pour l'instant, dans très prochainement, là, dans une semaine ou deux normalement, je crois, on devrait avoir les 10 concurrents possibles. Parce qu'en fait, au début, c'est toujours pareil, entre gérer de la place et que ce soit joli, c'est pas évident. Donc au début, on y allait doucement, puis au final, on a arrivé à trouver des solutions, donc on va optimiser tout ça. Ce tableau, en termes de score de visibilité, est intéressant aussi, parce qu'on va pouvoir dire, ouais, mais quelle est la visibilité par ville en fonction des différentes thématiques et différents résultats. Ça veut dire que je vais pouvoir aussi regarder une présence en naturel, une présence en payant, en fonction des différentes villes. Ensuite, là, on va avoir que le SEO. Donc, c'est un tableau de suivi de positionnement multilocalité en naturel. On retrouve ces mots-clés. On va retrouver en colonne les différentes villes ou régions qu'on a mis en place. Et du coup, facilement, pour un mot-clé donné, je vois la position des différentes agences immobilières de mon client. Imaginons. Après, comme là, on est sur du local, on va reprendre les affichages My Business. Donc là, en fonction, on va retrouver les différentes villes et on va avoir la position 1, 2 ou 3 avec le site qui est concerné, donc pour avoir l'affichage map. Et ensuite, on va retrouver donc la partie Ads et Shopping, toujours pareil. Là, je suis en France, si je me mets par exemple sur Montpellier, je vais retrouver mes positions, ma présence en gros en Ads, où je vois que j'en ai pas en Shopping, avec les mots-clés et le site concerné. Donc après, évidemment, on a toujours accès aux différents sites. Alors, je regarde vite fait à droite, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Vous pouvez retrouver les mots-clés. Peut-être une question alors. Je ne vois jamais en fait si c'est François ou pas qui parle. Alors, merci François. Je vois qu'il y a François donc, qui est le commercial avec qui je travaille, qui a toutes les réponses aux questions. Donc, il est top. Ça gère bien le chat. Je regarde juste un petit peu ailleurs. Alors, comment faire sélectionner les mots-clés pour un petit site, vu que les longues traînes ou des scores très faibles, qu'il sera impossible pour le site d'être dans les tops des résultats en termes de généralistes. Alors, pour la partie mots-clés, on va avoir un autre outil qui est Yoda Insight, qui lui, en fait, est une base de données de 100 millions de mots-clés. Donc, on couvre quand même énormément de mots-clés. On a fait une chose aussi importante dans Yoda One, c'est que les mots-clés qui pourraient potentiellement être à 0, parce que dans Google Ads, au niveau des volumes de recherche, des fois, c'est en dessous de 10. Donc, du coup, c'est à 0. Dans Yoda One, on a laissé 10, de façon à quand même avoir des informations et que ce ne soit pas tout à 0.
Donc là, dans Insight, avec 100 millions de mots-clés, même des petits sites, on les trouve. Et il y a des techniques, si vous voulez, où, parce que très souvent, on me dit, ouais, mais moi, le site de mon client, en gros, quand je le mets dans site performance, j'ai pas de mots-clés parce que il n'est pas visible en première page de Google, ce qui est complètement logique. Bah, là, l'idée, c'est d'aller chercher des gros sites, des petits sites qui sont dans les mêmes thématiques, et on a donc tout un ensemble d'informations qui permettent de le faire. Donc là, l'idée, c'est pas de vous présenter Insight. Ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai fait une vidéo en juillet donc vous retrouverez sur la chaîne de Yoda sur YouTube, une vidéo de plus d'une heure où j'explique comment on fait ça, comment on permet de trouver des mots-clés thématisés des concurrents que votre client n'a pas, et ainsi de suite. Après, si vous êtes un petit peu perdu, comme on a pu voir tout à l'heure, il y a un bouton ici, demander une démo, vous faites une demande, 10 minutes après, on vous rappelle, et soit on fait la présentation directement, soit on prend rendez-vous, et comme ça on vous explique tout, et on peut préparer un cas client, justement, pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous, hein. C'est ce qu'on fait tous les jours, donc n'hésitez pas à nous appeler là-dessus, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment exploiter les outils correctement, quoi. Alors, je reviens sur Yoda One. Alors, on était sur la partie visibilité locale. Maintenant, on va rattraper la partie concurrence. Alors, la partie concurrence, pour moi, elle est très proche de la partie segment de marché et elle se doit, pour moi, d'être travaillée en premier rendez-vous client. Parce que segment de marché, on a pu voir, en fait, toute l'approche du client. Donc, on était vraiment centré client. On voyait ses parts de marché, ses points forts, ses points faibles, ses différentes thématiques, et ainsi de suite. Maintenant, on va avoir la même approche, toujours sur une approche business, donc vraiment ultra simple, mais là de la concurrence. Et c'est là où, en fait, vous allez voir, on va avoir un deuxième levier un petit peu de frustration par rapport au client, parce que vous allez être capable de lui dire quelle est la stratégie de référencement de ses concurrents. Qu'est-ce qu'ils font les concurrents? Alors que lui, il ne veut pas le faire, ou alors qu'il ne le fait pas encore. Et donc, du coup, toute l'idée, c'est d'arriver à avoir, en premier rendez-vous découverte, par exemple, pour rapport à quelqu'un qui veut faire du référencement, l'ensemble des billes qui vous permettent, en fait, d'asseoir la stratégie que vous avez décidée, mais avec le client, au final. Et parce qu'on a toutes les infos nécessaires. Donc, la première étape, c'était de faire un état des lieux, en gros, du site du client et de sa visibilité sur son marché. Et là, maintenant, on va regarder toute la partie concurrentielle et voir un petit peu qu'est-ce que font les autres, quoi. Donc là, on rentre un peu dans de l'espionnage, quoi. Et d'où l'intérêt, alors d'autant plus sur cette partie-là, si vous avez 20 mots-clés, honnêtement, on ne va pas voir grand-chose. Parce qu'en fait, une visibilité sur 20 mots-clés, suivant les thématiques, ça reste après très relatif. Ça veut dire que oui, sur une logique, mon client est plombier, vous allez avoir une certaine récurrence des mots-clés parce que vous allez quasiment tous utiliser les mêmes et vous allez changer le nom des villes à chaque fois. Par contre, sur du site e-commerce qui a une visibilité nationale, 20 mots-clés, c'est difficilement gérable pour y voir quelque chose. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de mots-clés, au moins pour le premier rapport, comme ça on les enlève le lendemain si jamais la presta ne correspond pas. Mais au moins là, on aura des infos qui vont être beaucoup plus fiables et on va s'approcher d'une certaine exhaustivité. Je vais vous montrer comment. Alors, la première carte, on l'a vu tout à l'heure, c'est le ranking des différents concurrents suivis par le client. On peut voir un petit peu s'ils se positionnent bien ou pas bien. Les plus fortes progressions, là, en fait, comment ça marche? L'idée, c'est de dire que, imaginons, sur un mot-clé, nous, on va récupérer tous les sites affichés sur 3 pages. Donc, ça veut dire qu'on peut récupérer environ une trentaine, une cinquantaine de domaines. Donc, multiplié par un certain nombre de mots-clés, vous imaginez le nombre de domaines qu'on peut récupérer au global pour une seule analyse. Là, l'idée, c'est de se dire, en gros, sur tous les sites qu'on a récupérés, quels sont les sites qui, d'un mois à l'autre, comme on regarde en haut à droite, on est en mois, ou d'un jour ou d'une semaine à l'autre, ou d'une année à l'autre d'ailleurs, quels sont les sites qui ont le plus progressé? Donc, quand on est sur du court terme, c'est souvent quand même de l'ADS qui a joué, mais si on est sur du mois ou comme on aura le trimestre, ça pourrait être aussi du référencement naturel. Et donc, ça permet un peu de voir quels sont les sites qui ont le plus progressé au global. Donc, on va peut-être trouver du Wikipédia, comme c'est le cas ici. Là, on n'est pas en train de trier les sites, on est juste en train de dire, voilà, tel site à tel moment était placé tout en bas, et c'est celui qui a le mieux progressé d'une période à une autre. Ensuite, on va avoir les nouveaux concurrents. Alors là, c'est les nouveaux concurrents du top 50. Donc d'ailleurs, on va bientôt rajouter la notion de top 50 parce qu'il faut le savoir, sinon vous ne pouvez pas l'inventer. Alors là, le truc, c'est que comme les analyses se font tous les jours, je suis un peu soumis aux informations quotidiennes et je n'ai pas de nouveaux concurrents. J'ai regardé avant de démarrer la démo, ni en mensuel, ni en jour, ni en année. Comment il marche? Là, en gros, imaginons qu'on a marqué 25e avec le domaine qui ressort. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que par rapport au mois dernier, parce que je suis en mois, mon site était avant plus 50e plus, c'est-à-dire qu'en gros, il était classé au-delà du top 50 des sites les plus visibles sur l'ensemble de mes mots-clés et il est passé 25e.
Et donc, ça permet de dire que, à contrario de celui-là, où là, c'est que de la progression pure et dure, celui de droite, il commence à être dans mon top 50 des sites les plus visibles. Donc, suivant le chiffre, alors si c'est 49e, bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais s'il arrive 10e, 5e, 8e, là, ça veut dire qu'il y a quand même eu un gros effort de fourni par le site pour arriver à être aussi visible et aussi bien positionné au global. Donc là, c'est vraiment pour faire de la veille, un petit peu en se disant, tiens, si par exemple le jour où Sarenza est arrivé sur le marché, ils avaient plusieurs millions en termes de communication, eux, ils seraient très certainement arrivés déjà 5e dès le départ, au moment où ils ont lancé la solution. Donc ça permet de faire de la veille. Ensuite, on va avoir un autre tableau qui est en fait une vision du marché au global. Alors ce tableau, il est bien sur des rapports en suivi, peut-être pas forcément sur un rapport premier rendez-vous, parce qu'il y a de l'évolution et du coup, on va rien voir. Mais il est intéressant. Alors la nouveauté depuis 15 jours, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, là, on a rajouté la possibilité de mettre les 10. Alors pour éviter que ça fasse un gros patchwork de couleurs, on les désactive par défaut, mais n'hésitez pas à les désactiver et à mettre que ceux qui vous intéressent. Ensuite, l'idée de ce tableau, c'est qu'en fait, là, on est sur tous les segments, tous les types de résultats. Ça veut dire que là, on a un score de visibilité sur google.fr par rapport aux 10 concurrents et le site du client que l'on a sélectionné dans le projet. Donc là, en fait, c'est l'évolution de son business. Ça veut dire que, je crois que c'est le premier, ouais. Donc là, on voit que le site référent, il domine, on va dire, son marché. Donc c'est quand même intéressant de le savoir et de pouvoir le mesurer. Et que les autres, bon, ça a tendance à rester un petit peu en bas. Alors on en a un deuxième, ouais, c'est pièceor.com qui, lui, est un petit peu au-dessus, mais bon, les autres, ils sont vraiment pas loin. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites en fait des rapports avec vos clients au trimestre ou par mois, vous allez pouvoir en discuter avec lui en disant, bon, vous voyez, par rapport à la thématique du lingot qu'on a travaillé pour X ou Y raison, on voit qu'on est ascendant par rapport à ça. Bon, on a toujours ce site-là qui est qui est pas trop loin. Et par contre, si on spécifie sur la partie naturelle, voilà comment ça se passe. Donc l'idée, là, c'est de créer un petit peu l'histoire du reporting, on va dire au trimestre ou par mois, ou suivant les périodicités que vous avez, pour voir l'évolution. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir l'évolution que en SEO, parce que la prestation tourne que en naturel, que en AdWords, si c'est le cas, ou au global. Et du coup, ça crée une histoire. Et pour un client, ça, c'est pratique, parce que du coup, c'est simple. On n'est pas là en train de le décortiquer position par position, les volumes de recherche. Là, on va le perdre. Là, au moins, c'est visible, on gagne, on perd, ça monte, ça baisse, telle thématique, tel type de résultat. Point barre. Le tableau de droite, par contre, là, il est un peu plus orienté, justement, premier rendez-vous au niveau commercial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les données qu'on a ici, en fait, c'est les données qu'on a, les dernières données, les derniers points. Sauf que ces points-là, on les a mis à plat pour justement avoir une photo à un moment donné. On récupère tous les concurrents qui ont été mis dans le projet. Et de la même manière, on va pouvoir en fait sélectionner une thématique, un type de résultat. Et donc, du coup, pouvoir dire au client, vous voyez, sur telle thématique en naturel, le leader, c'est un tel, vous êtes peut-être deuxième et l'autre, il est troisième. Et donc, pareil, on crée une histoire, en fait. L'idée, c'est de contextualiser quelque chose qui est vachement difficile parce qu'on est dans du digital, on n'est pas dans quelque chose de matériel. Et donc, du coup, pour que le client, lui, ait une bonne représentation de son business, de son marché, et qu'il sache un petit peu où aller, et qu'il y ait de la confiance, parce que pour vendre, il faut être en confiance avec le prestataire avec qui l'on travaille. Et c'est pas évident, parce que c'est pas leur métier, ils sont néophytes là-dedans. Nous, on parle de ça toute la journée, donc ça peut paraître simple. Mais commercialement, je me mets à la place des commerciaux dans les agences, ça doit pas forcément être évident tous les jours d'avoir à disposition des données qui sont simples, pour communiquer quelque chose à quelqu'un qui est compliqué, quoi. Et là, l'outil, il sert un peu à ça. Il a vraiment cette optique-là, et c'est vraiment l'idée que j'essaie de transmettre. Donc voilà, on va dire, pour la petite étude de marché concurrentielle en fonction des différentes thématiques. Après, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une partie qui permettait de dire, voilà, on va pouvoir amener des informations aux clients des concurrents et de pouvoir peut-être pousser une prestation en payant. Alors, pourquoi je disais ça ? Ici, on va retrouver les leaders du marché. Donc, les leaders du marché, c'est tous les mots-clés que j'ai dans mon projet. Ça va me permettre de remonter tous les sites. Et donc, nous, on va classer, en termes de visibilité, le top 50 des sites les plus visibles. Au global, tout confondu. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'on identifie des sites qu'on ne connaît pas et qui sont les sites leaders. Ça veut dire que moi, par exemple, là, je me suis aperçu que dans mon projet, j'avais mis des sites leaders qui ne sont pas en fait ceux qui sont ici.
C'est-à-dire que je suis allé sur Google, je suis allé directement en faisant mot-clé par mot-clé, et en fait, j'ai mal fait parce que là, c'est ceux-là qui ont le plus de visibilité, donc il va falloir que je change un petit peu l'organisation des concurrents directement dans le menu à gauche. L'autre chose, c'est que là, on va pouvoir aller cibler des concurrents sur une thématique spécifique. Ça veut dire que si je me mets dans une thématique X ou Y, bah, les concurrents vont tous changer. S'il y a des spécialistes dans des marchés niches, ce ne seront plus les mêmes concurrents. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on peut vraiment, avec le client en direct, aller sélectionner un site plus qu'un autre. L'autre point, c'est là où je disais aussi, il faut beaucoup de mots-clés pour l'audit de départ, juste pour l'audit. On va pouvoir identifier les mots-clés que les concurrents ont ciblés. C'est-à-dire que là, si vous mettez 20 mots-clés, techniquement, j'en aurai peut-être que 5 ou 10, et du coup, les concurrents ne seront peut-être pas les bons. Là, j'en ai plus de 300. Donc là, je clique dessus. Du coup, j'identifie tous les mots-clés qui ont été ciblés par mon concurrent, et je connais sa stratégie de référencement, puisque là, j'ai tous les affichages de Google. Ça veut dire que là, en un coup d'œil, je sais que oretargent.fr, ils font du SEO, ils ont une présence en images, ils font de l'ADS et du shopping. Et donc, je vais pouvoir, avec mon client, regarder point par point quels sont les mots-clés intéressants. Parce que, par exemple, un mot-clé qui potentiellement est intéressant, dans le sens de dire je peux le choisir pour faire du référencement naturel parce que derrière, on sait que ça va convertir de manière pas garantie, mais quand même avec une certaine sécurité, c'est que quand un site, il est premier en SEO, il achète le mot-clé en AdWords, il achète le mot-clé en shopping, si ce mot-clé, il ne convertit pas, c'est peut-être qu'il y a un souci, parce que quand un site achète le mot-clé 2 fois à 2 endroits différents et aussi présent et fortement présent en SEO, déjà on peut se dire, tiens, ce mot-clé-là, on le met de côté, on verra plus tard, mais au moins, on va le garder et puis on va continuer un petit peu la lecture qui suit. Contrairement peut-être à des mots-clés qui ne sont pas achetés du tout, que le concurrent n'a pas voulu les prendre. Bon, il a peut-être raison, il a peut-être tort, après c'est aussi à réfléchir. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir discuter avec vos clients et de leur démontrer que tel concurrent, il fait telle stratégie. Et une fois qu'on en a vu avec un, on peut regarder un autre et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc lui, il a de l'image, il a un peu de map, il fait un petit peu moins de payant. Par contre, il a une belle présence en image, on voit que régulièrement, il est là. Ah, tiens, il fait de l'AdWords ici. Tiens, on va regarder quel mot-clé. Ah bah tiens, on retombe peut-être sur le même mot-clé que tout à l'heure. Bon, ça nous aide aussi à dire, ok, bon, celui-là, on va le garder, quoi. Et ainsi de suite. Et donc, toute l'idée est là, et ça permet à vos clients de mieux comprendre, en fait, ils se situent, ils savent, en fait, où ils vont. Et du coup, là, quand quand la confiance est établie, après, c'est bon, hein, normalement, la vente, elle devrait être bonne, quoi. Alors, je vais regarder un truc, j'ai un petit message sur mon système. Soumettre le vote. Alors, hop, je vais regarder ailleurs, je vais l'enlever. Alors, je regarde un petit peu les questions, hein, j'en profite. Peut-on switcher sur la visibilité des mots-clés dans les autres pays? Alors, oui, on peut changer de pays, mais par contre, il faut changer de projet. Tout à l'heure, je l'ai dit, un projet, c'est un pays. Pourquoi je dis ça? Si vous analysez France et Angleterre, par exemple, dans Yoda One, vous allez mettre des mots-clés anglais et vous allez mettre des mots-clés français. Et du coup, vous allez analyser des mots-clés anglais sur google.fr et vous allez tout mélanger en fait au milieu des infos. Et du coup, là, il n'y aura plus de cohérence, si vous voulez, comme dans SeoRank. Donc là, le mieux, c'est vous créez un projet site de mon client anglais et un projet site de mon client français. Ça vous coûtera pas plus cher, ça ne coûte pas moins cher. Donc ça revient au même au final, mais au moins les choses sont cadrées. Et d'autant plus au niveau des rapports, ça fera 2 liens différents. Vous le donnez au client, il le met dans ses favoris. Là, c'est 2 liens FR et EN. Et puis il est tranquille, quoi. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors, c'est uniquement le search. Alors, peut-on switcher Alors, quand on dit ads, c'est uniquement du search, les annonces textuelles. Alors oui, quand on dit ads, c'est uniquement les annonces AdWords. Ça veut dire que quand on est sur Google, on met un mot-clé. Alors, je vais essayer d'en trouver un qui fait remonter. Voilà, c'est en fait les annonces qu'on a ici, tout simplement. C'est les informations qu'on donne. Hop. Alors, je regarde les autres questions. J'ai paumé ma souris, c'est bon, elle est revenue. Nouvelle campagne performance. Ok, les nouvelles campagnes performance max de Google. Alors, je vous avoue que les nouvelles campagnes performance max de Google, je ne sais pas ce que c'est. On va s'enseigner et Maël, on vous répondra par la suite parce que je ne vais pas aller sur des lieux inconnus, je ne sais pas. Alors, donc là, c'est François qui répond. Tac.
Hop, hop, hop. Bon, ok, donc là on est bon pour les questions. Alors, je vais finir par les pages du site et après je vais vous montrer un petit peu toute la partie reporting. Alors, les pages du site, l'idée c'est de vraiment partir maintenant sur des notions URL. Donc là en fait on va voir l'évolution du nombre de pages qui se positionnent sur Google. Donc là on voit qu'on en a 110. À droite, on va avoir le dispatch des pages qui se positionnent au niveau des différents types de résultats. Donc très souvent, on a plus de pages à droite que le nombre de pages réelles, parce qu'une page va pouvoir évidemment se positionner à différents types de résultats, donc ça les décuple. En dessous, on va retrouver donc un récapitulatif justement des 110 pages, et on va avoir en fait le nombre de fois qu'elle se positionne. Alors attention, c'est pas le nombre de mots-clés, c'est le nombre de fois qu'elle se positionne, c'est différent. C'est-à-dire que là, on voit que la page d'accueil est positionnée 123 fois, on clique dessus, je vais retrouver le listing de l'ensemble des mots-clés sur lesquels cette page est présente sur Google, les volumes de recherche, les positions, et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, on retrouve en fait si la page elle est en naturel, en ads, là je crois qu'il y en a même du map, là cette page elle est un petit peu de partout, donc du coup, suivant les stratégies, si vous avez une page en naturel et en ads, alors qu'il y a une landing page qui est orientée AdWords, mais il y a peut-être une erreur, du coup, hop, ça permet tout de suite le lendemain de rectifier le tir et d'optimiser tout ça, quoi. Donc voilà pour la partie informationnelle au niveau de Yoda One, tout le périmètre, on va dire, d'informations qu'on a. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des rapports. Donc là, il y a deux notions de rapport. Alors au début, on est parti sur une logique dashboard, rapport, parce qu'en fait, le dashboard se met à jour tous les jours, et les rapports, c'était pour dire, on va mettre une périodicité toutes les semaines, tous les trimestres, tous les mois, etc. Bon, au final, on s'est dit, on va essayer de jouer dans la simplicité. On va fusionner en fait les deux, et en fait, vous allez voir ici, si je clique par exemple sur rapport, vous avez la fréquence des rapports. Donc là, on va pouvoir sélectionner hebdo, mensuel, annuel. Donc ici, en gros, on va rajouter quotidienne, et on va rajouter trimestriel. Comme ça reviendra au même, et on prêche pour la simplicité au maximum. À droite, vous avez donc l'URL. Ça veut dire que par défaut, vous allez être sur one.yoda.com. Donc ça, c'est le lien que vous allez pouvoir utiliser pour le rapport. Mais vous pouvez tout à fait passer en URL masqué, entre guillemets, où c'est digitalreport.one. Donc pour les agences, là, vous serez tranquille. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de Yoda qui arrive. Petite info aussi, les logos vont arriver, je crois, semaine prochaine ou dans très très peu de temps, vous allez pouvoir mettre le logo de votre société. Comme ça, la communication sera vraiment totalement en marque blanche à l'absolu. Ensuite, on a les modèles. Alors, je vais vous montrer deux types de modèles. C'est surtout le premier qui est pour moi intéressant parce que les autres vont être des modèles de rapport. Donc, du coup, c'est vraiment des modèles clients. Donc, vous allez pouvoir, vous, les regarder tranquillement, mais c'est exactement tout ce qu'on a vu au début. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le rapport simple, qui est le rapport que j'ai monté avec François, donc le commercial avec qui je travaille, où on a essayé de se mettre dans la peau d'un commercial d'une agence et de se dire de quoi il a besoin pour pouvoir arriver en premier rendez-vous et avoir tous les éléments nécessaires pour arriver à vraiment faire le tour de la question, pouvoir expliquer les choses et démontrer par A plus B que le site de ce client-là, il faut qu'il fasse de l'ADS, il faut qu'il fasse du SEO, il faut qu'il fasse plein de choses et évidemment faire des prestations parce que c'est un peu le jeu, et gagner en visibilité. Et aussi que ça permette à vos clients de bien comprendre en fait de quoi vous parlez, parce que c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est pas simple, quoi. Donc là, on va prévisualiser le rapport simple, qui est un petit peu le rapport dédié. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dedans directement, c'est-à-dire que je vais choisir ce modèle. Là, je vais copier le lien, et du coup, je l'ai là. Donc là, on a ici. Donc ça, en fait, c'est le rapport simple que l'on a. Donc il suffit de faire un copier-coller du lien, et vous l'avez soit avec vous, soit vous le donnez au client. Ça, c'est vous qui voyez, mais attention, celui-là, par contre, il se met à jour tous les jours. Et donc, on va retrouver les indicateurs qui vont permettre de vraiment créer une histoire. J'aime bien cette notion de créer une histoire parce qu'en fait, c'est quand même le rôle d'un commercial, c'est d'arriver à simplifier les choses par rapport à des notions qui sont techniques et du coup, que la personne en face, elle comprenne bien de quoi on parle. Et là, les supports, c'est l'objectif. Ça veut dire que là, on va dire, OK, bon, voilà la taille de votre marché, le potentiel, on va dire qu'on va cibler au départ. On va lui répéter ce qu'on a vu tout à l'heure, les points forts, les points faibles. On va pouvoir discuter avec lui des concurrents que lui croit être les bons concurrents, alors que peut-être c'est tous les autres qui sont en dessous. Donc là, au moins, on va qualifier les choses. On va lui montrer que, en fait, c'est quand même plus intéressant de travailler telle thématique plus qu'une autre parce qu'on voit que là, il y a vraiment le gros potentiel. Donc peut-être une prestation en plusieurs étapes, dont la première est de partir sur le gros du panier. Hein, c'est quand même un peu l'intérêt.
lui montrer quel est son niveau de visibilité. Peut-être qu'il a une petite visibilité sur le plus gros segment et du coup, ben, voilà, ça vient renforcer toujours cette notion de dire il faut travailler ça. Après, on va lui parler des concurrents. On va lui dire, vous voyez, par rapport aux mots-clés, donc c'est là où je parlais de beaucoup de mots-clés au début, parce que du coup, on a les bons concurrents, on a des bonnes datas, donc on va pouvoir après faire un focus sur les bons mots-clés. Et on va avoir tel concurrent, vous avez vu ce concurrent-là, comme on a vu, là, lui, il fait de l'image, il a du shopping, il a de l'AdWords, bon ok, nous, on va faire que du SEO, mais quand même. Et du coup, on va pouvoir regarder un peu qui fait quoi. Et ça, en fait, pour les clients ou des futurs clients, c'est super intéressant, parce que vous êtes en train de leur montrer qu'est-ce que font leurs concurrents, alors qu'eux sont plein dans le sujet. Donc, je ne vois pas comment un client ne pourrait pas être intéressé par ça. Ensuite, on va lui dire, voyez, vous, par rapport à votre situation, on va retrouver les différentes thématiques. On voit clairement le gros du panier en termes d'acquisition, il est ici au niveau des visiteurs. Ça concerne 180 mots-clés. Et là, vous allez lui remettre une couche en disant, vous voyez, au niveau de l'AdWords et du shopping, c'est quand même super intéressant en termes d'acquisition. Et donc, c'est vraiment, en fait, ce jeu de, voilà, je mets mes cartes, en gros, sur la table, une à une, et je viens, en fait, créer un argumentaire qui vient de plus en plus amener une prestation qui est plus large, plus riche et plus intéressante, et pour tout le monde en plus, parce que c'est intéressant dans les deux sens. On peut lui faire un petit bilan SEO en lui disant, vous voyez, sur les positions naturelles, on est positionné à tel endroit, sur telle page, etc. etc. Et après, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que là, on va lui dire, vous voyez, tel mot-clé, vous voyez tous les annonceurs. On peut refaire donc l'histoire des annonceurs en regardant dans le détail. Et s'il y a du shopping, on peut être intéressé aussi sur les mots-clés au niveau du shopping. Et donc, aller regarder dans le détail. Ce qui veut dire qu'avec un rapport comme ça, là, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'évolution. En fait, les seules évolutions qu'on ait, c'est ici, sur la partie SEO. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Mais sinon, il n'y a pas d'évolution, et ça, c'est les leaders du marché. Donc, au pire, l'évolution, ça n'a pas un intérêt énorme dans ce cadre-là. Mais là, en fait, on a vraiment tous les éléments nécessaires pour avoir un rendez-vous découverte avec un client où vous allez faire la différence. Parce que combien de commerciaux aujourd'hui vont en clientèle avec ce type d'informations aussi riches? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. On n'est pas les seuls. Mais quand même, je trouve que niveau ergonomique, présentation, c'est propre. On a quelque chose de joli, c'est séduisant. C'est quand même les premiers atouts qu'on a quand on est en commercial, c'est les premiers moments. Hein, c'est le moment de découverte, c'est là où ça marche le mieux. Donc là, on a vraiment essayé de vous donner les billes pour vraiment optimiser votre capacité à mieux vendre. C'est vraiment l'idée. Et après, alors rapidement, et j'arrête, j'ai fini parce que je parle beaucoup. Je vais juste vous montrer les rapports. Donc, les modèles de rapport. Alors, par exemple, un rapport SEO tout simple. Donc là, il n'y a pas Analytics. Donc, on a fait avec et sans Analytics à chaque fois, en payant, non payant, et un rapport qui est vraiment très, très complet. Et donc, par exemple, le rapport SEO tout simple. Là, ça peut être un rapport qu'on fait tous les mois. On a l'évolution du score de visibilité. On retrouve les top 3, top 1, top 3, top 10, le nombre de mots-clés sur la première page, le suivi de positionnement. Donc là, comme ça, au moins, tous les mois, on a un petit rapport normal. Et après, on va retrouver simplement tous les concurrents qu'on a vus tout à l'heure, croisés par les mots-clés, ce qui permet d'avoir la position de tout le monde en naturel. Donc voilà, c'est des choses qui sont simples. J'en ai rajouté un autre. Ouais, on avait remis les leaders en fait, du marché aussi pour voir un petit peu les concurrents. Alors ça peut être intéressant. Bon, c'est toujours un peu le truc, mais il peut regarder comme ça tout seul s'il veut ce que font les concurrents. Ça peut l'amener aussi à optimiser vos prestations. Quoi. Bon. Ça, c'est l'état d'esprit que j'en ai. Donc voilà un petit peu les différents modèles. Et après, il suffit juste de le choisir. Vous paramétrez le mensuel, vous copiez le lien, vous le donnez à votre client et c'est fini. Quoi. Et donc là, tout ce que l'on fait en ce moment, c'est vraiment pour améliorer toutes ces choses-là. Donc comme je vous ai dit, fin de semaine, on est déjà jeudi, donc ça risque d'être début de semaine prochaine. On va avoir, je pense, très bientôt le logo, la personnalisation. Donc là, au lieu d'avoir des modèles figés, vous allez pouvoir vous-même récupérer dans les différents menus les cartes d'information qui vous intéressent, structurer ce que vous voulez. Après, encore plus tard, on va pouvoir mettre des champs texte en dessous de chaque carte d'information. Comme ça, vous pouvez carrément discuter avec votre client sur le reporting. Et donc voilà, on est vraiment en train d'améliorer et de densifier cette partie-là parce que c'est aussi pour vous la vitrine et votre communication, votre prestation qui est matérialisée à travers un rapport. Donc, on en a tout à fait conscience que c'est très, très important.
Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à pas mal d'interrogations. Donc, comme je vous le disais, sur la page d'accueil de notre site, on a demandé une démo, donc n'hésitez pas, on vous rappelle très rapidement, comme ça on prend des rendez-vous et on en discute et on peut vraiment personnaliser la présentation et on peut la refaire si nécessaire. Et puis voilà, j'espère que ça a répondu au niveau de toutes les personnes qui font du commercial dans les agences, parce que c'était quand même un petit peu l'idée. Et puis voilà, je pense que cet outil est vraiment très bien adapté pour ce type de choses, quoi. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écouté, m'écouter jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer au live, vous la recevrez de toute façon directement par mail. Merci beaucoup et au revoir, à très bientôt.